Bienvenue dans le débat de France 24. Il était sorti des radars, voilà un an qu'on n'avait plus entendu. Aboubacar al-Baghdadi est sorti du silence. Hier, dans un message enregistré, il appelle ses partisans à travers le monde à poursuivre le djihad. Un message diffusé alors même que le groupe État islamique a perdu son emprise sur les territoires qu'il contrôlait au sommet de sa puissance en Irak et en Syrie. Pourtant, aujourd'hui encore, l'organisation djihadiste revendique en France une attaque au couteau qui a tous les atours d'un conflit familial. Quelle est l'influence réelle aujourd'hui de Baghdadi et de ses adeptes? De quoi sont-ils encore capables? Et où en est le risque terroriste ici en France? Pour y répondre, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Sucre, journaliste à Mediapart, spécialiste du renseignement et des questions terroristes. Merci d'être avec nous et auteur du livre « Femmes de djihadistes », c'est paru chez Fayard en 2016. Et un livre à paraître, ce sera début novembre, « Les espions de la terreur ». Merci d'être avec nous. Et puis avec nous également Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste également des réseaux terroristes et djihadistes et auteur également d'un ouvrage sur Daesh. Merci, Wassim, d'être avec nous. D'abord sur l'affaire de Trappes. Un homme a tué au couteau sa mère et sa sœur est blessé grièvement. Une troisième personne dans la matinée dans cette ville de banlieue parisienne. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi parce que ce n'est pas un acte terroriste, Mathieu Sucre. Alors, très sincèrement, à l'heure actuelle, moi, je reste très, très prudent. Le ministre de l'Intérieur s'est un peu avancé. Toutes les hypothèses sont possibles. C'est-à-dire, est-ce que c'est un drame familial et qu'à la fin, l'auteur se dit essayons de mourir en shahid, en martyr, pour au moins essayer de gagner quelque chose plutôt que de faire 20 ans de détention? Est-ce que c'est un acte volontaire, terroriste, planifié, et que parce que sa mère et sa sœur étaient de mauvaises musulmanes dans son sens? Voilà, très sincèrement, à l'heure actuelle, je pense qu'il faut qu'on reste très prudent. Les éléments sont très vagues. Les seuls éléments factuels, c'est que le parquet antiterroriste n'est pas saisi. C'est le parquet de Versailles, comme pour n'importe quelle affaire criminelle locale. Voilà, mais ça peut changer. On va écouter ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui s'est rendu sur place aujourd'hui. Il apparaît que le criminel avait des problèmes psychiatriques importants. Pour le moment, le procureur, M. Molins, n'a pas reconnu qualification terroriste, mais évidemment, les enquêtes se poursuivent et donc on en saura plus lorsque l'on aura pu examiner son téléphone, l'appartement, etc. Wassim Nasr, comment se passe une telle affaire? Qu'est-ce qui décide le procureur de la République à engager, ouvrir une enquête pour terrorisme? Les éléments factuels qu'il a entre les mains, il faut rappeler qu'une revendication soit de l'État islamique n'est pas une preuve. C'est un élément qui est pris en considération. Maintenant, on peut imaginer que si cette personne était sortie dans la rue en s'attaquant à une passante et une patrouille de police, il n'y aurait pas eu de doute, ça aurait été qualifié de terroriste beaucoup plus facilement que dans ce cas-là où il s'est attaqué à sa mère et à sa sœur. Mais comme l'a très bien dit Mathieu, ce qui va nous éclairer sur cette affaire, c'est les raisons pour lesquelles il s'est attaqué à sa mère et à sa sœur. Pourquoi il a décidé de tuer sa sœur, puis de tuer sa mère? Ça, c'est parce que les événements ont eu lieu sur 2 temps. Donc, premièrement, le meurtre de la sœur, puis de la mère. Et puis, il s'est attaqué à une passante et une patrouille de la police. Est-ce que, après le discours de Baghdadi, on peut imaginer qu'il s'est dit, tiens, je vais passer à l'acte, sa mère lui a dit, non, moi, je vais appeler la police, il s'est attaqué à elle. On ne sait pas, il y a moult scénarios qui sont plausibles dans ce cas-là. Et c'est important, vraiment, déjà, de savoir avec certitude quelle était la chronologie et quel était le métier de la sœur et de la mère, parce qu'il y a des précédents où des djihadistes ou des aspirants djihadistes se sont attaqués à leur propre famille. Il y a un cas emblématique en Arabie Saoudite où les neveux d'un militaire saoudien l'ont amené dans le désert, ils l'ont décapité, l'État islamique avait revendiqué. Il y a d'autres cas en Syrie, en Irak ou ailleurs. Et il y a un vrai conflit au sein même de l'État islamique. Comment considérer les musulmans habitant en Occident? Pour certains, ils disent, et ce n'est pas le dogme du groupe, mais pour certains djihadistes occidentaux, ils disent du moment où un musulman occidental paye ses impôts, donc fait profiter l'armée du pays qui se bat contre nous, son sang est licite. Pour d'autres, non. Le commun des musulmans est excusé par son ignorance. Mais malgré cela, s'il y a un attentat, un musulman est mort, c'est du dommage collatéral. Donc il y a des vrais questionnements au sein même des groupes djihadistes sur cette question-là. Et une personne ou une autre peut interpréter à sa sauce et s'attaquer à sa famille. En tout cas, ce qu'il faut retenir, même si ça étonne ici, ce n'est pas un précédent dans l'histoire des attaques djihadistes terroristes. Mathieu Sucre, l'individu lui-même présentait les caractéristiques d'individu radicalisé. Il avait été fiché comme tel.
Oui, alors après, sur les raisons de son fichage, moi on m'a dit cet après-midi, des sources dans les services de renseignement me disaient, mais il avait été il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il avait tenu des propos radicaux, et ça avait même entraîné son licenciement de la RATP. Comme conducteur de bus. Voilà. Donc, il semblerait qu'il ait été fiché S dans le courant de l'été, d'après des informations très récentes que j'ai eues, mais on me disait, mais c'était presque plus parce qu'on nous l'avait signalé en raison de ses problèmes psychiatriques et c'était le seul moyen quasiment de jeter un œil dessus. Donc on sait bien que les fichiers S, ça peut être un éventail très très large. Donc il faut... Et juste peut-être, on a eu même 2 précédents dans notre histoire très récente. C'est celui de l'Isère, vous savez, on l'a déjà oublié peu de temps après. Qui avait tué son patron. Son patron, il l'avait décapité. Après, il avait essayé de faire exploser une usine Céveso. On avait dit il a des problèmes psychiatriques. C'était vrai pour partie, mais on a découvert par la suite qu'il était radicalisé. Et il y a l'attentat de Nice, où un homme, on va dire, ah non, mais il est bisexuel, c'est par raccord avec l'islam radical. Il a fomenté son attentat pendant 1 an. Donc, voilà, c'est pas parce que ça rentre pas dans les cases et dans la représentation qu'on se fait que c'est pas... Il n'y a pas d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait à la fois être un individu radicalisé et agir au nom du djihad ou être commandité par une organisation terroriste tout en étant psychologiquement, disons, présentant des traces de faiblesse psychologique. Tous les djihadistes ne sont pas fous et tous les fous ne sont pas djihadistes, mais l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il aurait pu, sur un coup de folie, s'attaquer à sa mère et à sa sœur, et dès qu'il a vu la patrouille de police, il dit « je vais mourir en martyr » et en criant l'Akbar et en rendant son acte politique. C'est d'ailleurs probablement... si c'était cette hypothèse, le cas, souvenez-vous l'an dernier à Orly, de cet homme qui fait la fête pendant toute la nuit, qui tire sur des policiers, qui a un passé et qui se dit bon, je vais prendre 20 ans, et il fonce à Orly, il n'a pas d'armes et il menace des militaires jusqu'à se faire tuer. Il est probable que là, l'homme se soit dit vaut mieux aller au paradis qu'en prison, sur le cas d'Orly. Peut-être que sur Trappes, encore une fois, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Peut-être qu'on est dans ce cas-là. Enfin, et encore une fois, invoquer des motivations, des motivations d'ordre terroriste ou politique, là où il s'agirait peut-être simplement d'une affaire familiale. Peut-être que ça m'ouvrira les portes du paradis plutôt que. Et la revendication n'est qu'un élément parmi d'autres, parce que le cas de celui qui a tué son patron, ça n'a jamais été revendiqué. Alors justement, sur la question de la revendication, parce que c'est ça évidemment qui a créé l'émoi aujourd'hui en France, le groupe islamique, Wassim, a-t-il déjà revendiqué des actions qu'il n'aurait pas commanditées ? Il y a eu déjà des précédents de couac, si on peut qualifier ça comme ça. Le plus emblématique, c'est celui de Vegas, mais c'est arrivé dans un contexte assez particulier, parce que le fondateur, en tout cas, Las Vegas, de l'agence d'Amanc, de Las Vegas, voilà, qui a en charge la propagande de l'État islamique, a été tué par drone par les Américains. Quelques semaines après, il y a eu l'attentat de Vegas. Les premières nouvelles qui venaient des sites conspirationnistes, etc., aux États-Unis, disaient que l'assaillant, le tueur de Vegas, était un musulman converti. Donc on a vu l'État islamique sauter sur l'occasion et revendiquer. Donc ça fait partie de l'erreur humaine. Maintenant, aujourd'hui, votre question, elle est très bien, parce que les premières infos qui sont sorties sur l'assaillant aujourd'hui, c'est qu'il était fiché S, connu pour apologie, et de surcroît de la ville de Trappes. Une ville qui a exporté à peu près un peu moins de 70 djihadistes vers le territoire syro-irakien. Avant Molenbeek était le premier pourvoyeur de djihadistes. Et donc, pour les djihadistes de l'État islamique là-bas, peut-être francophones, ils se sont dit, c'est un fichier S, apologie du terrorisme, de Trappes, c'est pour nous. Mais ils peuvent se tromper aussi. Et par ailleurs, dans le contingent des djihadistes venus de Trappes, on en a retrouvé un certain nombre qui était dans ce qu'on appelle le bureau des opérations extérieures, qui était ce ministère ou ce bureau des services secrets djihadistes qui fomentait des attentats à l'étranger. Et on a aussi là un précédent, c'est sur la cellule qu'on va appeler Abaoud du 13 novembre. Donc il y a la première étape le 13 novembre à Paris, et il y a le reste du commando qui va fomenter ce qui va arriver en mars 2016 à Bruxelles. Et on a, sur des échanges entre Raqqa et le commando avant qu'ils tapent à Bruxelles, où ils mettent en garde, mais prévenez bien ceux de la cellule communication, parce que sur Paris, ils ont été un peu trop vite, ils ont annoncé 200 morts, ils ont annoncé, et ils les engueulent littéralement en disant faites gaffe, ils ont fait un peu des faits. Donc en interne, il peut y avoir effectivement. Il peut y avoir ça aussi. Et l'attentat du 8e qui n'a pas eu lieu. Voilà. Ouais.
En tout cas, une revendication qui intervient au lendemain de ce message d'Abou Bakr al-Baghdadi. D'abord, que dit-il dans ce message long de 54 minutes 54 minutes et 42 secondes, si je ne me trompe pas. Donc c'est un long message, beaucoup de références religieuses, beaucoup de rappels sur cette période de vache maigre que l'État islamique traverse, en rappelant que ce n'est pas la première fois. Et là, il a raison, c'est pas la première fois que l'État islamique est défait territorialement, c'est la 3e fois entre la Syrie et l'Irak. Et donc, il dit que c'est la période où les bons seront séparés des mauvais, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, en tout cas à mon sens, c'est le fait qu'il ait revendiqué par sa voix, pour la première fois, un attentat qui a eu lieu en Jordanie, et qu'il a appelé les Jordaniens au djihad. Et pas aux révolutions pour le pain, etc. Et donc, il a aussi parlé des 100 millions de dollars donnés par les Saoudiens au YPG kurde dans le nord syrien. Il a parlé du conflit entre la Turquie et les États-Unis concernant le pasteur américain. Donc, ça ancre les discours dans le temps. De dater, effectivement, voilà, donc cette maximum une semaine. Oui. Parce qu'il a parlé de ce qui se passait en Jordanie. Et donc, ça nous démontre d'une certaine manière qu'il est au fait, qu'il est toujours présent, et d'une certaine manière aussi, il refute les rumeurs comme quoi il était souffrant, perdant, mourant. Voilà, donc ça, c'est sa manière aussi de parler à ses recrues, à ses aspirants, etc. Mais le tempo est le même depuis 3 ans. Donc la dernière fois où il a parlé, c'était le 28 septembre 2017. Avant cela, c'était en novembre. Donc on a toujours une période entre 11 mois, 10 mois, 1 an où il parle. Donc on est tout à fait dans les normes, entre guillemets. Et il a surtout aussi parlé de quelque chose qui est important. Ça veut dire, il a parlé de la géopolitique de la région, dans la mesure où il a dit que les Américains sont sur le recul, ils n'ont plus d'argent, leurs alliés, donc les Turcs, les Saoudiens, se retournent contre eux, et attendez, nos ennemis vont se battre entre eux, ce que d'ailleurs l'État islamique fait depuis des années. L'État islamique, en sa forme actuelle, existe au moins depuis 2006. Il a connu des périodes de désert, de vaches maigres, ce qui l'a pas empêché de revenir sur le devant de la scène d'une manière spectaculaire entre 2011 et 2014. Et si on regarde aujourd'hui objectivement la situation géopolitique sur zone, on voit que la situation est beaucoup plus dégradée que ce qu'elle ne l'était en 2011. Donc du moment où la pression militaire occidentale, et j'insiste occidentale, va baisser, parce que c'est celle qui est la plus efficace... Vous dites beaucoup plus dégradée pour qui? Pour ceux qui peuvent exercer une autorité politique et pour les autorités légales? Pour le vivier populaire. Oui. Que vise l'État islamique. Donc on a les populations, les masses sunnites. Voilà, les masses sunnites. On a des millions de gens dans les camps, dans les déserts, démunis, aucun horizon politique, aucun horizon économique, rien. Des villes complètement détruites. Donc c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a pu voir comme situation en 2011. C'est le terreau sur lequel prospèrent des mouvements comme le groupe État islamique. Sans oublier que ce qui a commencé comme un mouvement d'insurrection dans le désert d'Anbar, donc quelques centaines de djihadistes en Irak, aujourd'hui est une marque mondiale. On a l'Afghanistan, les Philippines, la Libye, le Yémen, la Somalie, le Nigeria, et une capacité à recruter dans les rues européennes et américaines qui est inégalée, même par rapport à ceux qui ont initié ce mouvement, donc Al-Qaïda. Encore aujourd'hui, Mathieu Sucre, Abou Bakr al-Baghdadi et son mouvement, le groupe État islamique, exercent encore un pouvoir de fascination, d'attraction, de recrutement sur une partie de la jeunesse. Oui, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont... toujours eu, et sur ce dont on parle à l'heure actuelle, un coup d'avance. C'est-à-dire que c'est en 2016, en septembre 2016, l'EI a commencé à perdre un peu de territoire, mais ce n'est pas la débandade actuelle. Al-Adnani, où c'est au printemps même, va faire son dernier audio, vous savez, c'est le porte-parole, porte-parole, avant de se faire droner. Il va faire en disant « on va perdre ». Mais c'est pas grave, on a eu l'habitude. Donc 2 ans avant, ils anticipaient et en disant c'est pas grave et continuons. Et ces audios entretiennent. Et regardez d'ailleurs, même s'il n'y aurait pas eu les événements de trappe aujourd'hui, je suis sûr qu'on parlerait, et on parlait déjà ce matin dans toute la presse, de l'audio d'al-Baghdadi. Donc oui, c'est un effet incitatif. Et par ailleurs, ce que vous sous-entendiez aussi dans votre question sur la menace que ça peut faire peser pour nous, effectivement, la menace projetée, c'est-à-dire type commando du 13 novembre de Bruxelles, où l'EI envoyait des commandos, pour l'instant, est extrêmement contrainte et limitée à l'heure actuelle. Je mets juste sous parenthèse s'il y avait des clandestins qui seraient en Europe depuis quelques mois ou 1 an, mais là, on ne voit pas l'EI en mesure de projeter aujourd'hui des gens depuis la Syrie. En revanche, il y a édité par l'EI, édité par Al-Qaïda depuis des années, des tutoriels, des manuels qui sont accessibles en 3 clics sur Internet, qui expliquent
comment fabriquer une bombe, comment faire des repérages pour faire des assassinats ciblés, comment échapper aux services de renseignement. Et on voit bien, les services de renseignement s'en plaignent, que même ce qu'ils appellent des velléitaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été en Syrie, qui sont restés, qui ont grandi en France et qui n'ont pas connu la guerre, deviennent de plus en plus rodés et arrivent à faire des attentats. Reprenons l'exemple de Nice, celui de Magnanville, où des gens peu aguerris, en fait, sont passés sous les radars et avaient prémédité leur coup. Donc la menace, maintenant, elle est endogène et elle est appelée à durer. Et malheureusement, regardons même, prenons un poil de recul, il y a des attentats dans le monde de type djihadiste depuis les années 90, voire même depuis la fin des années 70. Et donc, c'est un cycle qui se poursuit, c'est ce que vous dites. Se poursuit, oui, quelle que soit la forme prise par le I, qui est encore loin d'être atteinte. Merci Mathieu Sucre, merci également à vous Wassim Nasr. Restez avec nous, l'actualité continue tout de suite sur France 24.